Ça fait 3 jours que vous êtes en train de vous aventurer dans les contrées de l'UX. Et aujourd'hui, après 3 jours de marche essoufflante, vous arrivez enfin à la taverne de la gamification. Vous entrez dans la taverne et dans cette luxueuse, magnifique et colorée taverne, quelqu'un vous accueille. Il s'approche vers vous, il a une guirlande argentée autour de lui, des petites lunettes. Il a un sourire très sympathique et il se présente comme étant Nabil. Et c'est ainsi que Nabil vous présente dans cette auberge de la gamification la guilde de la Flupa. Nabil, à toi. Et oui, je ne suis qu'un messager pour vous dire que FLUPA, c'est l'association qui regroupe les professionnels de l'UX francophones. On a comme mission de promouvoir en tout cas la pratique de l'UX et de faire se rencontrer les professionnels, et ceci dans 5 pays, dans 19 antennes. La plupart sont en France, bien sûr, et eu égard à la crise que nous connaissons tous, on a basculé pas mal de nos événements en ligne. Certains ont dû sauter, comme vous l'avez peut-être constaté, les UX Days et l'UX Camp, on en parlera. On a grosso modo près de 9000 membres qui suivent nos événements ou qui sont intéressés par FLUPA sur Meetup. On a une communauté sur Slack qui regroupe 2500 UX designers, en tout cas professionnels de cet univers-là. Et je sais que, voilà, nickel. Alors, Futur Réinventé, c'était la thématique de notre événement UX Days à la Cité des Sciences en juin dernier qui n'a pas eu lieu. Toute équipe est en train de réfléchir à la prochaine version de cet événement-là. Les choses se formalisent en ce moment. On est encore en pleine réflexion. Mais en tout cas, les événements nous invitent à proposer autre chose et on va voir ce qu'on peut faire. Et aussi, donc en effet, les UX Days qui ont lieu normalement en présentiel à Paris tous les ans. Et à côté de ça, il y a l'UX Camp qui est un événement un peu plus modeste, mais parce que le format est différent. Il est un peu plus fun aussi sur les participants qui font le programme. C'est-à-dire que vous avez une soirée inspirante un vendredi soir et le lendemain, pendant toute une journée, vous pouvez assister à des ateliers, des conférences, des discussions, tout un tas de choses. Et c'est les personnes qui viennent, les participants le matin, qui pitchent leur sujet. Un vote a lieu et c'est ça après qui en découle un programme avec 25 conférences ou ateliers, en tout cas 25 slots disponibles. Et là, on bouge en province généralement. Là, c'est une ville différente. Et bien, Lille devait avoir lieu cette année, mais malheureusement, comme vous le savez, ça n'a pas pu être possible. On essaie de tourner en tout cas. Next. Les adhérents, aujourd'hui, c'est eux qui aussi nous donnent des indications sur leurs souhaits, sur comment faire les choses, comment faire évoluer telle ou telle thématique, telle ou telle approche. C'est hyper important d'échanger entre nous. FLUPA, c'est un conseil d'administration, on est 14. C'est aussi un bureau et c'est bien sûr des antennes, ça je l'ai dit. Et il y a aussi des adhérents qu'on sollicite qui peuvent être des bénévoles également pour nous aider au sein des différentes antennes pour porter l'UX, essayer des nouveaux formats, essayer des nouvelles choses. L'idée, c'est bien de se rencontrer. La situation actuelle a un petit peu empêché tout ça et on est hyper content évidemment qu'il y ait ce genre d'événement comme ce soir. La première fois que je porte une guirlande autour du cou quand je présente FLUPA, il fallait bien ce groupe d'énergumènes du Sud pour m'y obliger. Mais si vous voyez bien les écrans, il y en a qui sont encore plus balèzes que moi en termes de déguisement. Je soupçonne qu'il y a une habitude cachée derrière tout ça. Voilà, bien sûr, nos réseaux sont présents, nos réseaux sociaux, pour tous ceux qui veulent nous poser des questions, échanger avec nous. On est ouvert aux questions et aux bonnes volontés. Merci Nabil. Donc du coup, comme on disait, pour ceux qui nous ont suivis, c'est la 3e soirée ce soir de notre événement Xmas X-Band. Et du coup, Xmas X-Band, c'est mené par majoritairement
avant de vous présenter que c'est mené majoritairement par nous quatre. Ah, bah finalement, je vais vous présenter que c'est présenté majoritairement par nous quatre. Alors, sachez que c'est Manu qui gère les slides et que je gère donc le voice-over. Donc, on n'est peut-être pas trop synchronisé aujourd'hui, mais ça va être rigolo, vous en faites pas. C'est avec ça qu'on amène de la surprise. Donc, XBen, c'est nous quatre. Léo, Lydie, Manu et moi. Donc on est tous passionnés du X, de jeu, de bon design et de bonne qualité de travail. Et donc on teste pas mal de méthodes, on a envie d'apporter et de participer à tout ce qui est pratique méthodologique, autant d'aujourd'hui que de demain. Et donc le cadeau qu'on s'est dit qu'on allait faire cette année, c'était donc offrir ces 4 soirées où on discute, mais aussi où on vous fait parler. Donc en gros, comment ça se passe? C'est que on va discuter, on va vous présenter pendant une petite demi-heure, un peu moins, la gamification. Comment est-ce que nous on voit ça? On va surtout répondre à toutes les questions que vous nous avez posées lors de vos inscriptions. Il y avait pas mal de choses, on a tout regroupé par thème. Et on a en même temps le chat où posez-nous des questions et dites-nous si vous avez des pratiques, des tips, etc. Parce que dans la deuxième partie, on vous fait monter sur scène avec nous pour discuter de justement les conseils que vous avez à nous apporter, étant donné qu'on est ici dans une logique participative. Donc, on vous fera monter et en même temps, on voit vos questions. Donc, pour continuer, ça on l'a déjà vu. Pour continuer, donc nous quatre, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai dit qui nous étions, on a bossé dans pas mal de choses, notamment on a Léo qui fait une belle carrière à Ubisoft, donc qui point de vue jeu s'y connaît pas mal, mais avec Manu, Lydie et moi, on a un peu touché à tout ce qui est gamification, et c'est avec beaucoup de plaisir donc on va vous partager toutes les conclusions qu'on a tirées suite à nos discussions. La première chose qu'on s'est dit en voyant les questions, c'est on avait des questions qui finalement trituraient un petit peu le mot gamification dans tous les sens. On nous demandait comment gamifier mes tests utilisateurs, comment gamifier mes ateliers. On avait bien sûr c'est quoi la gamification, et on s'est dit vraiment en premier lieu, il faut absolument qu'on définisse qu'est-ce que c'est que la gamification, parce que voilà, c'est un mot qui peut avoir beaucoup de définitions en fonction des personnes, mais en fait, il y a quand même une définition, il y a une vraie façon de voir la gamification. Et du coup, ce que l'on a tiré, Manu, je te laisse nous présenter ce schéma qui pour toi résume vraiment ce que c'est la gamification au final. Merci David. C'est vrai que travaillant dans le jeu de société et dans le jeu vidéo, on a une perception qui est des fois un peu pas en phase avec ce que nous demandent nos clients quand on est prestataire, et ça valait le coup pour moi de faire un petit rappel sur ce que c'était que la gamification. La gamification, c'est pas uniquement utiliser les codes, du jeu vidéo et des jeux de société pour améliorer une expérience de e-commerce ou whatever l'expérience. Par exemple, en accumulant des points avec des niveaux de progression, des badges, des objectifs ou des missions. C'est aussi et surtout travailler sur la notion d'engagement au travers le fun, la sensation de réalisation, l'apprentissage, la génération d'émotions ou même la création du lien social. Et du coup, aujourd'hui, on va vraiment vous parler dans le détail de la gamification dans ce sens large, pas juste uniquement employer les codes du jeu vidéo dans nos produits. Et pour parler d'engagement, on va être obligé d'abord d'introduire la notion de motivation. Alors la motivation, il y a des milliers de modèles qui doivent exister sur la motivation. Moi, il y en a un que j'aime particulièrement, c'est celui-ci, parce qu'il va définir en fait plusieurs niveaux de motivation. Quand les gens utilisent un service ou quand même ils utilisent un jeu, des fois il y en a qui l'utilisent, savent pas très bien pourquoi, et puis ils sont souvent enclins à dropper le jeu. Il y a des gens qui ont une motivation plutôt, on va dire, extrinsèque, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à faire cette activité-là parce que c'est bien vu par les autres, parce qu'il y a une récompense de perte de poids, de promotion, de collection de points, etc. Mais nous, la vraie motivation, celle qui va drainer de l'engagement, c'est la motivation intrinsèque, parce qu'elle va procurer de la satisfaction en elle-même, et donc elle est un moteur d'engagement. Et là, on va retrouver par exemple des thématiques comme l'accomplissement, la connaissance et la stimulation sensorielle, le plaisir qu'on prend à faire les choses, et ça, c'est des moteurs durables d'engagement. Ouais, moi là-dessus, ce qui me semble vraiment intéressant pour vraiment bien poser la définition en plus de tout ce que tu as dit, c'est qu'il y a des expériences qui peuvent être vues comme uniquement pragmatiques, fonctionnelles, et la gamification, c'est comment est-ce qu'avec ces mécaniques dont tu as parlé, orientées autour des motivations, on arrive à faire que l'expérience soit beaucoup plus immersive, engageante, et puisse potentiellement amener la personne à transformer des comportements. Léo, un mot à rajouter ? Ouais, bah en fait, moi j'ai voulu préciser, et je suis parfaitement d'accord avec vos deux définitions et je les trouve formidables. J'ai juste voulu préciser que souvent aussi, il y a la démarche du coup de gamification qui va chercher justement à faire de l'utilisation
d'outils de gamification, d'outils empruntés en fait aux jeux vidéo pour venir enrichir une expérience qui n'est pas forcément de l'ordre du jeu vidéo. Et c'est ça que j'ai voulu aussi apporter ici. Alors, je vais tirer au dé l'apparition d'un événement aléatoire. Et je vois ici que dans la slide suivante, il y a un petit chat qui va apparaître. Oui. Parce que nous aurions besoin que chacun d'entre vous qui a une expérience dans la gamification, qui a conçu quelque chose à un moment avec une logique de gamification, nous en fasse part maintenant dans le chat. On ne va pas s'arrêter dessus de suite, on reviendra dessus plus tard, mais dites-nous rapidement qui d'entre vous a déjà travaillé sur des expériences gamifiées. Et on peut passer à la suite. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer du coup le bénéfice? Ça, on nous l'a demandé plusieurs fois dans les questions pendant les inscriptions. Comment est-ce qu'on explique le bénéfice de la gamification? Donc moi, ce que j'avais mis de côté, il y a deux aspects. Il y a vraiment côté utilisateur où le fait de jouer sur ses motivations va permettre un meilleur apprentissage. Ça va stimuler son imagination et surtout l'expérience va avoir du sens parce qu'on va lui pointer régulièrement ses objectifs de pourquoi il est là, pourquoi est-ce qu'il est en train d'utiliser le service, et pointer ses objectifs, ça va donner encore plus de sens à ce qu'il est en train de faire finalement. Et finalement, les objectifs seront plus facilement atteints. Donc ça, c'est côté utilisateur. Bien sûr, du coup, côté entreprise, ce sont des termes qu'on n'aime pas trop employer entre nous, mais il ne faut pas se mentir. La gamification bien faite, ça favorise tout ce qui est acquisition, engagement, rétention. Les gens restent, ils ont envie de continuer et ils ont envie d'en parler, donc propagation. Léo, Lydie. Ouais, donc il y a beaucoup de bénéfices vraiment internes à l'utilisateur qui sont formidables et du coup qui vont en effet se refléter sur les KPI en fait qu'on va obtenir. Ça, c'est super intéressant. Moi, j'ai l'impression que souvent, ce que je vois comme propos, c'est OK. La personne que j'ai en face de moi ne connaît pas peut-être autant ce domaine-là, en fait, ne connaît pas trop ce mot-là et se demande, mais est-ce que vraiment la gamification, ça a un intérêt pour mon projet? Et pour moi, la plus grande, en fait, preuve de ça, c'est juste le fait que ce soit au cœur de la plus grande industrie audiovisuelle aujourd'hui, la plus grande industrie du divertissement aujourd'hui, qui est le jeu vidéo, en fait. C'est au cœur de la conception de ces produits-là parce que justement, ça marche. Et dans énormément de jeux vidéo, en fait, justement, dans tous les jeux vidéo, on va avoir des exemples de méthodes de gamification qui vont réellement aller dans le sens de l'expérience et dans le sens des KPIs, et à l'inverse, des méthodes de design en fait qui vont pas du tout marcher. Et du coup, bien comprendre le processus de gamification et comment est-ce que ça peut venir sublimer une expérience, ça a énormément d'impact positif. Et du coup, moi, j'utilise un peu les gros mots. Effectivement, il faut se dire que sur une application, sur un produit, on peut mesurer énormément de choses. Et du coup, à partir du moment où on va définir des KPI comportementaux, comme l'engagement, la rétention, etc., on peut montrer tous les bénéfices qu'on va tirer de la gamification, à la fois d'un point de vue utilisateur et à la fois d'un point de vue interne à l'entreprise, qui permet de débloquer des budgets et ce dont on a besoin après pour mener nos études et faire des bonnes gamifications. Super. Du coup, Léo, est-ce que tu peux nous dire à quel moment est-ce qu'il faut gamifier finalement? Eh ben, pour moi, en fait, la clé, c'est de vraiment identifier quels sont les besoins, faire d'abord vraiment la recherche en amont, quels sont les moments clés de l'utilisation, quels sont les moments juicy, qu'est-ce qui va être vraiment le cœur de ce qui fait kiffer la personne, de ce qu'elle cherche à accomplir et comment est-ce qu'on peut sublimer ça avant tout, et avec plein de méthodes, pas forcément du tout de l'ordre de la gamification. Potentiellement ensuite poser la question vraiment du design pour le changement de comportement. Comment est-ce que j'amène des comportements positifs, la personne, que ce soit la personne vraiment à prendre son pied dans l'utilisation, ou nous on a beaucoup le cas dans le jeu vidéo pour tout ce qui est la gestion de la toxicité par exemple. Comment est-ce qu'on amène les gens à adopter des comportements sociaux positifs les uns envers les autres? Donc vraiment aborder la question sous cet angle-là, quels sont les comportements cibles qu'on cherche à amener chez la personne, et là on va regarder du coup quels sont les outils à notre disposition. Est-ce qu'on utilise du coup du design, de la friction, du retrait de friction, des nudges, voilà, quels sont tous les outils qu'on va utiliser pour atteindre ces objectifs? Et un de ces outils est peut-être la gamification. Et du coup, je mets plusieurs étapes avant d'en arriver à la solution gamification. Ok, super. Ensuite, voilà, comment concevoir donc une gamification réussie?
Et une des premières questions qu'on avait, une des premières questions qui nous était venue, c'était comment mettre en place une stratégie de gamification forte. Et la question continuait par, et ça on l'avait plusieurs fois, sous d'autres façons, d'autres tournures, c'est comment est-ce qu'on peut être sûr de motiver des utilisateurs non gamers. Et là-dessus, on s'est tous mis d'accord sur le fait qu'il n'y a pas besoin d'être gamer pour être touché par la gamification. Gamifier, c'est pas du tout jouer. Quand on parle de gamification, on commence un petit peu à rentrer dans ce qu'on appelle le nudge. Donc, c'est justement inciter, engager, mais pas forcément. Il n'y a pas besoin d'être gamer. On n'est pas dans un jeu. Il ne faut pas oublier que quand on est en train de gamifier, on gamifie un service ou un produit qui a des objectifs pragmatiques. Je suis en train de réaliser une tâche et je dois faire quelque chose à la fin, que ce soit professionnel ou de divertissement ou totalement personnel. Donc, il n'y a pas besoin d'être joueur du tout pour ça. Et pour mettre en place une bonne stratégie de gamification, pour moi, il faut pas justement, il faut pas que la personne se rende compte de ces mécaniques qui sont en train de se mettre en place, sinon ça casse, ça va casser cette immersion. Il faut aller parler aux émotions, c'est comme ça qu'on arrive à modifier les comportements. Donc il faut immerger, il faut du storytelling, et il faut avoir bien identifié les leviers. On en parlera tout à l'heure, tous les différents leviers de gamification qu'il peut y avoir. Il y a des leviers qui sont pas pertinents à mettre en place, on en parlera après, d'autres qui le sont beaucoup plus. En fait, il y a une chaîne de comportements à identifier pour arriver au comportement final souhaité. Et la vraie stratégie, c'est identifier cette chaîne de comportements et trouver avec les leviers comment les activer les uns après les autres progressivement pour construire une habitude et modifier finalement le comportement. Alors là, Manu, Léo, Lydie, allez-y, on a chacun des choses à dire. Allez, j'y vais. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit et ça a été très dur de trouver quelque chose que tu n'avais pas déjà dit. Effectivement, on est pour jouer. Il ne faut pas oublier qu'il y a 80% de la population au moins qui joue à des jeux, que ce soit vidéo, des jeux de société. Donc, c'est énorme, en fait, cette culture ludique en France. Et il y a des leviers qui peuvent la rendre satisfaisante pour certains profils utilisateurs. Un des gros travers qu'il y a, c'est de penser qu'en fait, on peut gamifier de la même façon pour tout le monde. Essayez de me faire une application avec de la complétion, vous n'allez jamais réussir à m'engager dedans. Et du coup, pensez vraiment à ça. On ne peut pas gamifier n'importe quoi pour n'importe qui de la même façon. Et du coup, effectivement, c'est ce qu'on disait, tout le monde joue. Après, il y a une notion aussi culturelle autour du jeu. En France, le mot parfois peut être mal perçu ou infantilisé, comme disait Manu. C'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Et du coup, il y a aussi toute cette notion du fait de jouer sans en avoir conscience et qui est utilisée dans énormément d'applications. Tout à l'heure, Léo nous parlait de la plus grande industrie vidéoludique. Je pense que quand on prend les exemples des réseaux sociaux et des GAFA en termes de gamification de sa propre personnalité, ils ont fait des choses extrêmement fortes. Notamment avec tout le système des partages, le like qui est une forme de rewarding, etc. etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler avec la recherche utilisateur pour trouver quels sont les moteurs d'engagement qui vont être conscients ou non et en fonction du périmètre et de la réponse qu'on va apporter, les déployer sur un parcours qui va être personnalisé. Tout à fait. Il y a une vraie dimension de contexte. Qu'est-ce que dans ce contexte-là est adapté à l'expérience et qu'est-ce qui aussi va contribuer à une expérience positive, va rentrer dans ce que les utilisateurs sont prêts à accepter et à trouver positif. Et ça, c'est la recherche qui va permettre aussi de le trouver. Super, super. Donc, on a parlé un petit peu de modification de comportement et de cette chaîne de comportement et de motivation là qu'il faut arriver à trouver. Et du coup, ça enchaîne bien avec la suite où on nous a demandé comment est-ce qu'on arrive à gamifier à partir d'une motivation intrinsèque ou même comment est-ce qu'on arrive à basculer, plus compliqué, d'une motivation induite, donc extrinsèque, à une motivation intrinsèque. Donc là, c'est un gros sujet. Moi, j'ai juste mis une couverture de bouquin parce que ça fait l'ouvrage d'un livre entier, quoi. Mais donc, je vois que Manu, Léo, Lydie aussi, vous avez pas mal de trucs. Léo, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ces références là, que tu as citées ? Ouais, bien sûr. Alors moi, je vais même avoir une slide bonus pour rentrer en détail là-dedans. En fait, comme l'a dit Manu, il y a beaucoup de théories de la motivation en fait et de modèles qui peuvent nous aider à mieux comprendre la motivation et comment est-ce qu'on y répond. Donc, dans le jeu vidéo, il y a eu beaucoup de vidéos, notamment par Célie Audan en fait, sur comment est-ce qu'on utilise le modèle de personnalité Océan, comment est-ce qu'on utilise les drives en fait, des éléments comme la curiosité. Et c'est exactement la même chose qu'avec un cliffhanger, par exemple, dans le cadre d'une série, par exemple. Donc vraiment, il y a tous les différentes
l'industrie du divertissement qui se rejoignent ici pour proposer justement, pour utiliser ce genre d'outils-là pour créer une meilleure expérience. Il y a les théories de l'autodétermination, il y a tout le concept du juice et tout ce qui est aussi la rejouabilité. Donc, par exemple, un petit trick, entre guillemets, de game design qui revient souvent, c'est tout simplement d'avoir une activité court terme qui vient nourrir une activité un peu plus moyen terme, qui vient nourrir une activité un peu plus long terme. Donc, on va par exemple à Pokémon, je vais aller faire un combat et faire ce combat va me permettre d'améliorer mon équipe de Pokémon, ce qui va me permettre d'aller battre une arène pour battre en fait la zone, donc un objectif qui est un peu plus moyen terme, et battre la zone va me débloquer l'accès à des plus forts Pokémon, et à force comme ça d'avancer, je vais avoir une super équipe qui va me permettre de finir le jeu et de devenir le meilleur dresseur. Et du coup, c'est un petit objectif court terme, gagner ce combat, qui va venir nourrir une quête un peu plus grande qui est améliorer mon équipe de Pokémon et battre les différentes zones du jeu, qui va venir vers un objectif beaucoup plus long terme qui est de devenir le meilleur dresseur. Et en ayant cette réflexion sur comment est-ce qu'on amène une rejouabilité et comment est-ce que juste l'expérience en elle-même est intéressante sur le très long terme, c'est comme ça qu'on va amener beaucoup d'engagement aussi. Et du coup, ça c'est le même raisonnement qu'on peut avoir dans le cadre d'un service, par exemple. On apporte une valeur et à une situation utilisateur, en fait, il y a un besoin qui est récurrent auquel on va répondre sur le long terme. YouTube répond à un besoin récurrent et tous les différents services comme ça vont venir répondre à des besoins récurrents, et c'est pour ça qu'on les utilise aussi souvent et que ça s'intègre aussi bien à notre quotidien. Et du coup, moi, pour trouver la motivation initiale intrinsèque, je vais utiliser des techniques d'intelligence artificielle qui peuvent être du text mining ou du deep learning, qui vont me permettre de comprendre à travers les avis et les commentaires ce que je vais considérer comme frustration, motivation attendue sur les différentes licences sur lesquelles je travaille. Et après, je vais aussi beaucoup travailler toute la partie test utilisateur en utilisant de la biométrie. Mon objectif, c'est vraiment de comprendre quelle est la motivation intrinsèque, comment je la stimule et du coup, comme disait Léo, comment je permets de faire un renouvellement autour du gameplay et de favoriser la rejouabilité. Ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, notamment dans les scénarios qui sortent, de se dire on démarre avec un starter, mais du coup, on pourrait refaire exactement le même jeu en choisissant un autre profil de personnage. Merveilleux. Léo. Comme je disais, ouais, c'est Léo Dan qui a proposé énormément de contenu là-dessus. Et donc, pour aller plus en détail sur des sujets justement comme les théories de la personnalité ou de la motivation et comment est-ce qu'on les utilise en fait au quotidien pour rendre les jeux effectivement plus motivants et intéressants, eh bien, elle a fait des présentations qui sont disponibles sur YouTube et elle a aussi son livre Dans le cerveau du gamer qui explique ça en fait. Donc, actuellement, c'est une référence qui est facile d'accès et qui permet justement pas mal de se former à toutes ces théories-là. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur comment est-ce qu'on emploie ça intelligemment dans le B2B? Alors, souvent, en fait, en tout cas, moi, ce que je vois comme frein dans cette question-là, c'est, OK, j'ai des gens qui se prennent au sérieux et pour qui c'est un peu plus boulot-boulot. Et du coup, j'ai peur que la gamification, ça fasse pas sérieux, ça a une mauvaise image et que du coup, ils acceptent très mal. Et pour moi, la solution là-dedans, c'est encore une fois d'avoir une réflexion sur quel est l'usage, quel est le contexte et comment est-ce qu'on propose quelque chose qui répond bien à ça. Et pour ça, en fait, tout ce qui est les jauges, les data visualisation, les taux de complétion et ce genre de petits outils-là de gamification, ça s'intègre très bien. Par exemple, on les a sur beaucoup de nos applications bancaires, en fait. On les voit au quotidien. Tiens, si tu fais ces 2 étapes de plus pour compléter ton profil LinkedIn, eh ben, tu auras plus de visibilité auprès des recruteurs. Et hop, c'est une petite jauge qui vient nous permettre de visualiser les étapes suivantes et de nous amener, en fait, à adopter les bons comportements. Et du coup, en venant utiliser dans les bons contextes les bons petits outils de gamification pour aider la personne à atteindre ses objectifs, parce que ici, elle cherche de la visibilité et on vient dans ses objectifs, c'est parce que on vient lui proposer de mieux atteindre ses objectifs que ça marche, eh bien, on va réussir à effectivement proposer des solutions de gamification qui sont adaptées au contexte. Pour ma part, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de leur expliquer que souvent, dans les cibles B2B, la gamification va permettre de transformer ce qui est une tâche répétitive en une expérience utilisateur qui peut être intéressante et qui permet une meilleure complétion de la part de l'utilisateur, notamment sur tout ce qui est RH. Remplir une réponse d'annonce à une candidature d'annonce pour un RH, c'est... Oh, pièce. Ça va, Manu? Très bien.
Tout va bien alors. Du coup, remplir une candidature RH, c'est quelque chose qui peut être vraiment très vite répétitif et on perd de. Le matin, quand on fait la première, on est hyper motivé et le soir, on l'est un peu moins. Et du coup, typiquement, moi, quand je construis des chatbots RH, je vais essayer de gamifier au maximum l'expérience pour détecter le profil d'utilisateur que j'ai et m'adapter. C'est-à-dire pas du tout aller même poser les mêmes questions si je dois répondre à une annonce pour un cadre ou pour une profession intermédiaire. Et ça permet du coup d'avoir des très bons résultats. Et c'est la même chose en fait pour des formulaires. Des fois en B2B, vous avez des formulaires qui peuvent être vraiment extrêmement complexes à remplir, alors qu'au final, la personne en fin, elle n'a pas besoin de ça. Et du coup, on peut, avec la gamification en B2B, apporter de la personnalisation qui augmente les taux de complétion, d'engagement, etc. Super, pas mieux. De mon Une côté, petite question du coup de Carole. Vas-y. Dans le chat, qui est justement, oui, mais est-ce que c'est adapté à la personne? Peut-être que la personne n'est pas motivée par compléter son profil, car la personne est plutôt compétitrice. Et à ça, en fait, c'est pour ça que dans les différentes théories des motivations, on va avoir des sources de motivation différentes et qu'on va avoir une approche plus globale justement de ce sujet-là. En effet, si on met une seule source de motivation et que la personne n'est pas sensible à cette source de motivation, ça va être un échec. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de venir multiplier les outils qu'on propose pour arriver à nos fins. Comme ça, en fait, en triangulant un peu, en quadrillant la zone, en proposant plein d'approches du même problème, eh bien, on est sûr qu'il y en a au moins une qui va plutôt bien marcher pour la personne. Et aujourd'hui, tu peux détecter des profils du coup en vérifiant tes sources, comme je le disais. Absolument. Et tu peux soit les trouver en recherche, soit les détecter. Et c'est très employé dans les jeux qui ont marché, qui ont beaucoup cartonné. Il y a eu l'exemple de Candy Crush dans le chat derrière, où il y a plein de façons de prendre du plaisir sur le jeu. Breath of the Wild est un très bon exemple où chacun en fait va pouvoir trouver sa motivation, ceux qui veulent explorer, ceux qui veulent se casser la tête, ceux qui veulent tuer des mocoblins. Et on va avoir des jeux comme Pokémon Go, où alors, pour le coup Pokémon Go c'est vraiment un jeu à avoir vu, parce qu'il va driver toutes les sources de motivation qu'on peut imaginer. On a du long terme, on a de la collection, on a du combat, on a du social. Ils ont vraiment couvert un spectre tellement large que pour moi aujourd'hui ça reste une référence sur quels outils on peut venir prendre dans le jeu de société pour inspirer, parce que c'est justement en étant spécifique sur le profil de personnalité et la features ou la solution de gamification que c'est là où on va devenir bon. Et en jeu de société, un truc génial, c'est les règles avancées qui se fait depuis un moment. Donc du coup, ça permet de s'adapter. Et en plus, maintenant, on a des licences qui vont se décliner à on joue à 2, parce que c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes 3, parce que c'est pas les mêmes règles. Donc on est vraiment sur de l'adaptation. Et pensez qu'avec le Covid, avec ce qui se passe sur le confinement, les features sociales sont de plus en plus importantes et on le voit via les succès de Among Us qui aujourd'hui dépasse Fortnite en termes de nombre de recherches sur Google. Alors Among Us, c'est un loup-garou dans l'espace et en jeu digital. C'est un jeu qui a tout déboîté à cause du confinement parce qu'il y a vraiment cette appétence pour avoir des features de plus en plus sociales dans les jeux. Quand on a fait notre veille avec Manu pendant le confinement, Animal Crossing aussi était hyper intéressant sur tout ce qu'il a apporté dans les réseaux sociaux et ce qu'on a glané comme info. Parce que tout à l'heure, on parlait justement des non-gamers et sur Animal Crossing, vous avez beaucoup de non-gamers. Super. Alors, il nous reste une petite poignée de slides et sans trop spoiler, j'ai vu passer des choses assez intéressantes dans le chat et sans trop vouloir mettre la pression, je pense que Marion, à un moment, si tu seras OK plus tard pour monter sur scène et venir un peu nous parler, ça peut être intéressant. Jérôme, j'ai vu que tu parlais des gamificards, je connais pas, ça peut être super intéressant que tu nous en parles. Violaine, Georges, je pense aussi que vous aurez sûrement des choses à nous dire. Mais pour pas trop nous attarder là-dessus, je crois que là, on parle des questionnaires de personnalité et là, c'est super intéressant. Moi, je connais pas du tout. Manu, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors ça, du coup, vous savez que c'est un peu ma spécialité. J'adore faire ça depuis toujours et en fait, j'utilise tout le temps des questions de personnalité. Je pense qu'une fois par semaine au moins, il doit y avoir quelque part un questionnaire de personnalité. Alors en open source, vous avez Psychomédia qui est hyper intéressant parce que vous allez pouvoir passer des versions dégradées de vrais questionnaires pour la psychologie, y compris pour la psychologie pathologique. Pour certains questionnaires, il faut être certifié. Moi, quand je suis passé le NeoPR, il faut que j'ai un diplôme qui certifie qu'en fait, je peux le faire passer. Donc j'ai eu la chance de pouvoir le passer celui-ci. Pour pas mal de questionnaires, notamment qui vont toucher des problématiques d'anxiété, de dépression ou de troubles psychopathologiques, il faut être psychologue pour les faire passer. Donc c'est pas anodin ces questionnaires de personnalité-là. Si en général vous trouvez un questionnaire de personnalité qui est gratuit, méfiez-en vous comme la peste, parce que souvent ça veut dire que c'est du bullshit, qu'il n'y a pas de bonne validité psychométrique, que c'est mal échantillonné, etc. Donc faites appel vraiment à ces questionnaires de personnalité. Léo a parlé du modèle Océan, du Big Five. Cela marche bien. Et là, je voulais vous en partager un parce que j'utilise souvent dans les jeux vidéo quand je bossais chez Ubisoft ou maintenant chez Asmodée. C'est le questionnaire de Quatring Foundries. Je vous invite à faire le lien, je vous le mettrai dans
dans le chat. Ça vous permettra de trouver votre profil gamer. Et en fait, pour moi, c'est un excellent compromis entre le test de personnalité et vers quoi vous avez des affinités pour tel ou tel type de features. On sait que, par exemple, que les personnes extraverties vont adorer détruire des objets dans les jeux. Ils vont adorer tout faire exploser, tout casser, etc. Et c'est assez intéressant de voir comment c'est mis en pratique. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus ou est-ce qu'on parle ou est-ce qu'on avance sur concrètement comment on fait? Tu nous as mis du stress sur le temps, donc j'ai éludé. Allez, alors allons-y. On passe. Concrètement, comment on fait? C'est ça un peu, ça c'était une des grandes questions qu'on avait et c'est vrai que pour moi c'est un sujet qui est assez strat quand même, hein. C'est toute une orientation que prend le produit quand on décide vraiment de mettre la gamification à l'intérieur. Ça peut pas être quelque chose d'infusé où on se dit bon allez on va faire de la gamification, on se débrouille un petit peu comme on peut. Pour moi il faut vraiment un chapter qui vraiment se penche dessus quand on travaille en agile, éventuellement une guilde, et il peut y avoir effectivement aussi une squad parce qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler, autant sur du back que sur du front, même si le front peut être dispatché un peu à droite à gauche sur pas mal de choses différentes sur le côté gamification, mais il y a une squad pour moi vraiment qui doit s'occuper de ça. Il ne faut pas que ce soit, je ne sais pas comment on dit, je crois que c'est au pied levé. Mais voilà, il faut qu'il y ait une organisation qui se mette en place. Léo, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Eh ben justement, je trouve ça marrant que tu dises que toi tu cites l'exemple de Pokémon Go dans le jeu de société, parce que moi j'utilise souvent Pokémon Go pour expliquer justement la démarche de design pour le changement de comportement et comment est-ce que la gamification vient s'intégrer là-dedans. Donc Pokémon Go, ils sont très clairs sur les objectifs, donc en termes d'éthique, c'est assez intéressant parce qu'ils sont extrêmement au clair sur ce qu'ils vont proposer comme expérience. Ils vont vous proposer de jouer à Pokémon d'une manière qui vous incite à marcher plus, à passer plus de temps à marcher en extérieur, etc. Comment est-ce qu'ils font ça? En fait, il y a une vraie réflexion sur, de base, vous prenez une décision, il y a toutes les frictions à prendre la décision, tout ce qui va à l'encontre de prendre cette décision-là, et tout ce qui est les pour, au contraire, ce qui vient renforcer cette prise de décision. Donc, est-ce que je vais au travail à pied, en métro, en bus? Il va y avoir des pour et des contre à chacune de ces décisions. Et ce qui est très intéressant, c'est que Pokémon Go va venir rajouter énormément de choses dans la balance du pour. Tiens, si j'y vais à pied, je vais pouvoir passer devant des Pokéstops pour récupérer du matériel, je vais pouvoir passer devant des arènes pour les attaquer, je vais pouvoir rencontrer des Pokémon pour les capturer, et tout ça va me permettre de, au global, progresser dans le jeu de plein de manières différentes. Donc, sur plein d'aspects différents, c'est assez intéressant pour moi de marcher parce que j'y trouve une vraie valeur dans le cadre de mon jeu. Et c'est comme ça que ça a autant changé le comportement des gens et que ça fait beaucoup d'articles de journaux au moment où c'est sorti. Parce que tout à coup, il y avait des tonnes de gens qui prenaient des risques et qui arrêtaient pas de marcher, etc. Et qui se sont rendus compte qu'ils marchaient toute la journée parce que justement, ça venait énormément renforcer les pour. Et du coup, on va avoir cette même réflexion qui est aussi une réflexion très UX, où on va rajouter du positif dans les comportements cibles et on va retirer de la friction dans les comportements, dans ce qui pourrait freiner en fait ces comportements-là. Donc ça va être exactement comme quand on analyse un flow, où on va essayer de retirer les différentes frictions d'utilisabilité et au contraire de rendre le flow motivant, intéressant, plus rapide, qu'il rapporte plus de valeur perçue à l'utilisateur. Et du coup, sur des applications qui ne sont pas du domaine du jeu, on avait fait un test sur une application de livraison. On s'était posé la question de si on proposait avec un algorithme un parcours plus intéressant, on aurait moins de pertes de colis. Et effectivement, c'est quelque chose qui marchait bien. Par contre, c'est ce que disait Carole tout à l'heure, il fallait leur donner un petit questionnaire pour savoir ce qu'ils aimaient faire, quels étaient les points qui les intéressaient. Parce que quand on a fait les tests et qu'on s'est aperçu qu'on proposait ce qui nous paraissait le plus beau paysage, en fait, c'était totalement biaisé. Super. Je vous propose qu'on avance sur les leviers et même qu'on passe directement au suivant, vu qu'en fait, les leviers, c'est tout le slide qui vient après, où Manu, tout à fait. Où tu nous montres ta façon de faire. Yes. Alors, tu parlais de récompense, niveau, comment utiliser, prioriser les leviers de gamification à utiliser. Donc, moi, je vous dis que j'utilise un modèle qui est par personnalité, d'avoir des trucs en face. Je pense qu'il faut absolument avoir un benchmark chez vous, des choses qui sont les plus employées. Alors, je pense que j'étais jusqu'au niveau 500 de Candy Crush, alors que j'aime pas le jeu. J'ai joué au moins 500 heures à Pokémon Go. Il faut cette culture-là, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir fait vous-même pour comprendre comment ça marche les leviers de gamification. Je crois très peu à
à pas l'avoir vécu pour le comprendre, surtout ces parties-là. Et quand vous avez un profil de personnalité comme le mien, faut avoir ressenti ce que ça faisait la gamification pour mieux l'employer en tant que UX designer dans vos recommandations. Donc moi, ma première recommandation, c'est d'avoir des benchmarks à chaque fois que vous jouez et vous allez jouer ou que vous voyez votre famille jouer ou que vous voyez des gens jouer autour de vous. Renseignez-vous. Faut avoir joué à Among Us, faut avoir joué à des jeux comme ça pour se rendre compte à quel point ça peut être génial et à quel point il y a des choses qui sont innovantes chaque année qui sortent et auxquelles vous n'aurez jamais pensé. Et c'est là où vous allez être bon, quand vous allez avoir un très bon benchmark, bien cerner le besoin, et après, ça va être beaucoup plus simple pour vous. Léo, tu voulais en parler? Absolument. Absolument, c'est tout. Déjà, tu viens de dire énormément de choses là-dessus et c'est hyper important de se faire une culture des mécaniques de gamification et d'aller parler justement à des gens sur comment est-ce qu'ils ont vécu ces leviers-là, comment est-ce que nous on les a vécus et pouvoir en discuter et comparer et se rendre compte justement de la diversité qui existe et du fait qu'on les perçoit pas et on les vit pas pareil. Et ensuite, sur savoir quoi utiliser, là, il y a une culture aussi de du design, de l'utilisation de ces mécaniques-là qui va devoir se créer au fil du temps, lesquelles qu'on utilise dans quel contexte et pourquoi, ça c'est aussi de l'expérience en fait. Il y a des chaînes entières qui expliquent quelle mécanique utiliser, pourquoi, comment, comme Game Next Door, Game Maker Toolkit, des blogs, etc. Donc il y a énormément de ressources sur Internet sur le game design et sur la gamification, mais c'est aussi une expertise à part entière. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, c'est un métier. Et c'est aussi la recherche et le cadrage, la bonne compréhension de qu'est-ce qu'on cherche à créer qui va permettre de faire ce choix-là. Eh ben justement, merci Léo. Sans transition, c'est exactement ça que j'utilise en fait au quotidien pour aider les gens à gamifier leur expérience. Déjà, je parle toujours business quand je parle, enfin en tout cas orienté KPI. Une gamification sur un service B2B, sur une plateforme e-commerce, ça passe toujours de l'objectif chiffré. Qu'est-ce qu'on veut obtenir en termes de KPI? Ensuite, on définit quel comportement on veut cibler. Est-ce qu'on veut qu'il y ait plus d'inscriptions à une newsletter? Est-ce qu'on veut que les gens scrollent jusqu'au bas de la page? On demande aussi quelles données on va récolter pour pouvoir justement mesurer que le KPI est atteint. On regarde le comportement aujourd'hui, donc vous pouvez faire aussi de la recherche utilisateur pour savoir qu'est-ce que fait l'utilisateur, pourquoi est-ce qu'il ne va pas jusqu'au bout d'un newsletter, etc. Vous chiffrez un 50% de taux de conversion ou une personne sur 4 qui clique sur la bannière. Et ensuite, là seulement, vous posez la question de la gamification. Il ne faut jamais, jamais, jamais essayer de gamifier quelque chose sans avoir le début, parce que sinon, vous allez juste faire de l'enrobage, utiliser des codes du jeu vidéo, et les gens vont juste se sentir, vous savez, le moment dans l'expérience où la personne, elle sent que c'est plus cohérent, elle ne sait pas dire pourquoi c'est bizarre, elle ne sait pas dire pourquoi elle hésite. Et ben, c'est exactement quand vous faites de la gamification sur des produits sans avoir identifié quel comportement vous voulez cibler, parce que vous n'êtes plus dans le flow. Et le flow, c'est un mot tellement important en game design. Je vous ai mis ici également quelques petits exemples. Alors, il y en a d'autres. Vous avez parlé des cartes d'Alexandre. Évidemment, il y a énormément de modèles qui existent là-dessus parce que c'est très porteur et c'est hyper à la mode depuis au moins 5 ans. Là, donc, je vous ai cité plusieurs modèles que vous pouvez trouver sur comment gamifier. Donc, Gamify UX. Octolisy, j'aime bien l'utiliser aussi parce que il va reprendre des leviers personnels du nudge aussi, comme la perte à l'aversion, comme des phénomènes sociaux. Donc, il est assez intéressant là-dessus. Je vous ai repris le SARM en gamification parce qu'il vous permet de voir à quel niveau vous devez gamifier. Ça vous permet aussi de positionner là-dessus. Donc, ça peut être juste vous substituer un petit peu ou carrément redéfinir votre expérience. Ça permet d'amener un peu de pondération où là, des fois, on voit les gens qui gamifient du jour au lendemain leur truc et puis ça n'a plus aucun sens. On perd l'ADN de l'expérience qu'on faisait vivre. Et là, comme ça, au moins, vous voyez un petit peu comment vous pouvez y aller modérato et je vous enverrai les liens. Enfin, de toute façon, vous pouvez revoir la présentation. Et moi, j'utilise aussi un petit schéma comme ça qui dit les 5 mécaniques principales, donc les points, les badges, les leviers, et surtout les drivers d'engagement. Mais pensez toujours que ça a un pont, la personnalité de l'utilisateur, le comportement ciblé, les moyens de gamification et ce qu'on veut faire en termes d'engagement. Voilà. Alors, vu qu'on était en train de, je vais hacker le process que l'on avait. Vu qu'on était en train de parler d'outils et que tu nous montrais les outils, Emmanuel, je vais tirer les dés et je vais essayer de faire une invocation qui est réussie. Et je vais invoquer sur scène de suite Jérôme qui parlait de cet outil des gamificateurs parce que j'ai vu que ça a quand même fait pas mal parler. Il y a du monde qui connaissait. Et je suis curieux de savoir en 2 minutes, rapidement, qu'est-ce que c'est que cet outil et comment est-ce que tu t'en es servi, Jérôme? À quoi ça sert ces gamificateurs? Et quel retour tu peux nous faire dessus? Donc, je viens de t'envoyer une invitation pour monter sur scène. Ça me dit que tu es en train de te préparer, tu es en train de te faire beau. Oui. Hello, bonsoir David. Bonsoir, salut. Bonsoir. Alors, ces gamificateurs, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que tu t'en es servi? Tout d'abord, en fait, j'ai découvert la gamification à travers un meet-up qui avait été organisé
en partenariat du coup avec Alexandre, qui était sur un meet-up sur Lyon. Et ce que j'avais trouvé pas mal avec ces gamificards, c'est qu'en fait, ils proposaient un petit peu un framework avec quelques étapes assez guidées qui te permettent de s'approprier l'outil. Et pour ma part, la manière dont je l'ai utilisé, c'est dans le cadre de ce projet-là, je n'avais pas de persona, donc j'ai plus fonctionné sur des jobs to be done. Qu'est-ce que la personne souhaitait achever, réaliser en utilisant donc la feature, l'objet. Et sur la base de ça, ces gamificards qui sont en fait représentés sous forme de 9 leviers, une rosace. J'ai un peu, on va dire, identifié les différents leviers qui me paraissaient pertinents par rapport au contexte d'usage et aussi, voilà, ça a été fait de manière un petit peu arbitraire, mais bon, j'ai essayé de prendre en compte les utilisations possibles de ce contexte. Et du coup, après, j'ai injecté différents moments de gamification sur cette petite feature. Voilà. Donc, si je te comprends bien, tu as eu d'abord une phase de recherche et de cadrage pour bien cibler quel est le contexte et comment est-ce que la gamification pourrait venir s'intégrer dans ce contexte. Ensuite, il y a une recherche sur les différents outils de gamification à ta disposition et du coup, il y a une question sur lesquels sont pertinents, pourquoi, comment, à quel moment. Donc, une vraie réflexion sur l'intégration possible entre l'usage et l'expérience et ces outils de gamification. Et à la fin, ça a donné du coup l'expérience que tu as sortie. Oui, c'était ça. Après, je m'étais principalement, je m'étais renseigné également sur Octalysis et les gamificards sont assez, on va dire, similaires et c'est peut-être, je l'ai trouvé un peu plus actionnable. Et du coup, c'était vraiment, est-ce que par rapport aux cartes qui étaient à disposition et au levier que j'avais visé en particulier, quel type de gamification je pouvais proposer à ce moment dans l'expérience. Donc, j'ai un peu brainstormé. Après, sur la base de ça, voilà, il y avait une histoire de priorisation pour voir lesquels étaient plus pertinents et les moins coûteux en termes de, c'est pareil, de dev, voilà, à ce niveau-là. Et tu as pu mettre une. Enfin, tu sais que c'était dans une ancienne expérience où tu n'es peut-être pas resté très longtemps, mais est-ce que tu as pu mettre une stratégie de test pour voir si. De suivi, en fait, de tracking, pour voir si ça fonctionnait bien? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a parlé à ce moment-là, que tu as pu mettre en place? Non, j'aurais bien aimé. C'était aussi une de mes questions. C'était des fois, je trouvais un peu difficile de faire le lien entre. Souvent, c'est les cadres qu'on nous donne avec les différents leviers et les différents types de motivation que vous avez pu évoquer, et de voir par rapport au profil des users, comment est-ce qu'on est certain qu'on va cibler en fait vraiment les bons leviers. Des fois, c'est pas forcément simple. Et voilà, c'est ce que je trouve qui n'est pas le plus simple. Super. Merci beaucoup, Jérôme. De rien, David. Merci. À plus. À plus. Je ne sais pas comment on peut t'envoyer de. Je ne sais pas comment je te désinvoque. On le garde avec nous. Allez, reste avec nous, Jérôme. Et du coup, on va passer sur la suite. C'est une très bonne question, mais justement sur le site, j'en profite pour vous partager. Alors, je fais un petit live parce que c'est moi qui ai la main dessus. Voilà, vous avez ici les leviers de gamification Quantric Foundry, qui est un super site et sur lequel vous devez avoir connecté au moins pour faire votre profil. Et vous voyez qu'il y a plein de façons de gamifier derrière. Et en fait, ils ont fait une magnifique étude et vous pouvez la lire qui corrèle des profils de personnalité avec des préférences là-dessus. Et elle est assez incroyable, elle a une forte portée. Moi, j'ai sur les jeux de société, on n'a pas exactement les mêmes profils de motivation, donc j'ai redéveloppé mon propre questionnaire. Et franchement, on marche plutôt pas mal quand on s'intéresse à la personnalité des utilisateurs pour savoir quelle est la mécanique qui lui va bien. Je dis pas qu'on fait un carton plein dans 100% des cas, mais vraiment, pour moi, la personnalité, c'est une des clés de bien adresser la gamification. Je te rends la main, David. Enfin, c'est quand même toi qui passes les slides. Allez. Du coup, sur la suite, c'est est-ce que finalement les outils sont pertinents pour tous les types de services? Donc, je vais dire non, pas forcément. En fait, j'ai fait une petite quand je m'étais posé ces questions, j'avais fait une matrice en fonction de est-ce qu'on est sur un outil vraiment très très pragmatique qui doit vraiment servir une tâche, ou est-ce qu'on est sur du divertissement? Donc ça, c'était d'un côté. Et un autre côté de la matrice, c'était est-ce qu'on a envie, est-ce que c'est dans notre stratégie de changer un comportement ou plusieurs de l'utilisateur. Et dans le cas où on est sur des interfaces vraiment très fonctionnelles, très pragmatiques, où on n'a pas du tout comme objectif de changer le comportement de l'utilisateur, donc là j'ai mis par exemple une interface de pilotage d'hélicoptère ou de contrôle
contrôle de centrales nucléaires. Clairement, non. On va pas mettre de gamification du tout. Et en fait, on va venir positionner son produit là-dessus, et au fur et à mesure, on va se dire, effectivement, on est un peu ouvert à la gamification ou pas, ça peut avoir du sens dans notre produit. Et par exemple, sur un produit qui est pas du divertissement et qui est pas forcément entièrement pragmatique, comme par exemple Duolingo, où par contre, on a vraiment envie de changer le comportement de l'utilisateur, on est en train de lui faire apprendre une langue, et là, on voit que là où il est positionné, tout ce qui est en haut à droite, on est fortement gamification. Duolingo est en haut, donc là, on peut partir sur de la gamification. Donc avec cette matrice, ça aide quand même à se poser la bonne question. Léo, Manu, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Je suis tellement d'accord que j'ai rien envie de rajouter, à part que pas du tout, ça peut être contre-productif. Je pense que tu l'as assez bien expliqué. Si par exemple vous avez vécu un dégât des eaux et qu'on vous propose un parcours gamifié pour, je sais pas quoi, pour déclarer ça, je pense qu'il faut juste laisser les personnes tranquilles des fois. Et quand tu disais, David, attention à l'éthique, je pense qu'à un moment donné, forcer la main des gens dans certains contextes, c'est pas forcément l'idée du siècle si vous voulez que votre marque soit appréciée. Souvent, quand on commence à ajouter de la gamification et des systèmes un peu partout autour, on va peut-être aussi complexifier l'expérience. Et donc, c'est un coût, en fait. C'est un coût pour l'utilisateur, le fait d'avoir ça. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est une vraie question à se poser. Et je te donne un exemple. Imaginons demain, Netflix sort des features de gamification un peu partout sur son site. Netflix est extrêmement sous le feu des projecteurs et pourrait extrêmement facilement se faire épingler sur ce genre de pratique-là et qu'on lui dise quoi, mais c'est un site de streaming. Est-ce que vraiment c'est adapté? Vous essayez de faire, de rendre les gens addicts aux séries, c'est inadmissible, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Ça se trouve, oui, en effet, la gamification, c'est pas un outil. C'est pas le bon outil. Il faut pas le mettre. Il n'y a pas besoin. C'est pas adapté, etc. Super. Et je te laisse zapper le prochain slide qui finalement était à peu près le même que celui-là, ou poser le curseur, en fonction de cette matrice. Et dans le dernier, c'est est-ce qu'il y a des principes qui peuvent être nocifs finalement, des principes de gamification. Et en fonction de ce qu'on a envie de faire, il y a, tout à l'heure tu parlais Manu, des leviers qu'il y a à mettre. Il y a des leviers qui vont servir à engager d'une façon, d'autres façons. Il faut savoir quels sont les bons leviers en fonction des objectifs de changement de comportement que l'on veut avoir. Et si on met pas les bons, là du coup ça va être nocif. Puisqu'on parle de nocivité, j'aimerais revenir sur quelque chose qui apparaît beaucoup dans le chat, c'est sur les comportements addictifs. Parce qu'il y a Tom qui réagit et qui dit moi j'ai pas beaucoup joué à Candy Crush, mais je me sentais happé. Je trouve que le mot est bon. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur les jeux, c'est souvent c'est flingué parce qu'on dit que les jeux sont addictifs, sont conçus pour ça. Il faut savoir que oui, certes, il y a des jeux qui font des dark patterns ou qui emploient des techniques un peu borderline, et en général, c'est pas des jeux que j'apprécie parce qu'on le sent et ça se voit. C'est des gens qui vont parler de rétention d'utilisateurs au lieu de parler d'engagement. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des profils addictifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont enclins à tomber dans les addictions beaucoup plus facilement que d'autres, et que l'addiction soit un jeu de société ou que ce soit de l'alcool ou de la drogue, on retrouve ces profils-là justement sur la personnalité. Et donc, on arrive aussi à prédire et à prévenir les utilisateurs là-dessus. Et ce qu'on voit juste sur ces profils addictifs, c'est qu'il y a un pic au niveau de l'adolescence d'extraversion et de névrosisme qui justifie aussi que c'est la période pendant laquelle les gens sont le plus enclins à tomber dans des addictions à la fin de l'adolescence, surtout quand on est un garçon. Excusez-moi pour la petite parenthèse. Non, mais c'est une bonne parenthèse qui est importante. Et moi, j'avais justement un point sur bien sûr, tout ce qui est l'exploitation des vulnérabilités qui posent des vraies questions d'éthique. Tu l'as posé par rapport au névrosisme. Après, il y a aussi il peut y avoir une même méthode de gamification qui va justement être nocive pour les KPI et dans un produit et pas dans un autre. Et moi, je mettais l'exemple ici de Destiny 2 et on peut aussi trouver ce genre d'exemple-là dans des flows e-commerce, en fait. Si je prends un flow e-commerce et qu'il met une petite jauge pour me dire, tiens, plus que 30 € pour débloquer les frais de port gratuits, ça va me faire reconsidérer tiens, peut-être que ça vaut le coup quand même que je rejette un œil au catalogue parce que je pourrais bénéficier comme ça des frais de port gratuits. Et le comportement que le site m'incite à faire, c'est le comportement que j'étais déjà en train de faire et dans lequel j'étais déjà engagé et que j'étais venu faire à la base, qui était de venir prendre un produit qui m'intéresse. Donc, il va m'inciter à continuer dans le même sens. Et c'est du coup une méthode qu'on voit dans beaucoup de sites et qui marche plutôt bien. Et à l'inverse, il y en a qui sont extrêmement décriés. Vous les connaissez sûrement et vous les détestez sûrement. C'est plus qu'un exemplaire, solde limité, fait terminer dans 30 secondes et tout un tas de trucs comme ça qui font ressentir en fait une pression, un sentiment d'urgence, vraiment un mal-être pour la personne. Et ça, peut-être qu'à très court terme, ça a un intérêt. Et encore, par contre, ce qu'on va voir et dans un peu tous les contextes, en fait, c'est que la personne va jamais revenir. En fait, elle a tellement pas aimé son expérience ici
que il y a peu de chances pour qu'elle revienne. Ou alors, il faut en effet, j'allais y venir, que ce soit la plateforme Wish, comme dit Emmanuel, qui du coup essaie de performer sur quelque chose de très différent, qui est la différence de prix du fait des sources de matériaux en Chine. Mais sur un site français qui essaierait par exemple de fidéliser les utilisateurs, ça va être vraiment le gros no-go, surtout pas faire ça parce qu'ils reviendront jamais en fait. Ça va extrêmement heurter le fait que les gens reviennent. Sur Destiny 2, on va voir ça avec un système de motivation qui est le Season Pass qui marche très bien, qui est très motivant, et quand on interroge les gens, ils vont dire ah ouais, ça me motive à faire plus de ce que j'aime le plus dans le jeu. J'adore, c'est génial. Et il va y avoir les Daily Bounties qui sont des petites quêtes journalières qui demandent aux joueurs de faire des trucs qui sont pas fun dans le jeu. Et ça, c'est l'inverse. J'ai beaucoup de verbatim de joueurs qui me disent bah ça m'a fait arrêter de jouer. Parce qu'en fait, tout à coup, je me retrouvais à faire des trucs qui n'étaient pas fun, donc j'étais dégoûté du jeu, et du coup, je me suis barré, je suis pas revenu. Parce que mon expérience du jeu n'était plus fun. Donc, c'est vraiment important de bien se poser la question qu'est-ce qu'on va essayer de faire, et amener la personne à faire plus de ce qu'elle kiffe déjà. Ça, c'est une bonne pratique. L'amener à faire des choses qu'elle ne veut pas faire, ou à ressentir quelque chose qu'elle n'est pas venue pour faire. Gros warning. Et la communauté de joueurs, elle est très, très, très réactive sur de thématiques. Par exemple, les microtransactions dans les jeux vidéo. Je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler pour tous qui ont des enfants qui jouent par eux-mêmes. C'est typiquement le genre de choses qui peut vous faire descendre une boîte. Et après, vous êtes connu comme ça. Et après, vous avez une base de joueurs qui se met à vous détester parce que vous avez voulu tout faire pour que la personne paie dans le jeu et on voit les dégâts. Et sur le jeu, ça pardonne pas. Ouais. Juste pour rebondir sur le site e-commerce, parce qu'à la base, c'est quand même ma spécialité. Toi, tu le vois d'un point de vue de game designer. Faut savoir que ça cartonne, hein, les ventes flash. C'est quelque chose, Oui. vous, quand vous arrivez, oui, ça vous frustre. Après, non. Non, mais par rapport à ce que disait Léo, c'est voilà, et ce que je vois dans le chat, il y a plein de personnes qui disent oui, attention, c'est pas crédible. Oui, parce que nous, on a un biais pour vraiment voir des stats. On appelle même ça du stress positif en marketing, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui va déclencher les ventes flash, les ventes VIP qui sont pas vraiment des vraies ventes VIP, parce qu'en fait, tout le monde peut arriver sur la landing page. Effectivement, vous les voyez vraiment avec votre œil de designer. Et là où justement il y a quelque chose à faire dans la gamification et qu'on est en train de faire en e-commerce, c'est la personnalisation. C'est-à-dire qu'en fonction des mots-clés que vous avez tapés, dire OK, quelqu'un qui attend ça d'un site e-commerce va rentrer par là, et du coup je vais lui proposer cette landing page, alors que quelqu'un qui cherche du prix, ce qui est le cas souvent sur Internet, bah du coup je lui propose ces produits-là. Et du coup on est aussi dans des systèmes de gamification. La vraie problématique aujourd'hui des sites e-commerce, c'est qu'ils la font mal et qu'ils mettent tout à l'intérieur. Et c'est ce que disait Carole tout à l'heure, bah, quand on veut mettre tout dedans et plaire à tout le monde, bah, on risque de déplaire à une grosse partie de la communauté. Et l'autre point, effectivement, dans les dark patterns que je trouve intéressant, mais qui va un petit peu rebondir sur ce que venait de dire Manu, c'est tout ce qui est ces microtransactions qui vont jouer sur le principe du freemium, en fait, qui va jouer sur la frustration et qui, à un moment donné, il faut arriver à rester dans la balance de dire un joueur qui ne paye pas peut continuer à progresser. Et c'est ça où c'est extrêmement complexe parce que d'un côté, il faut rentabiliser l'application ou le jeu et d'un autre côté, faut pas non plus casser le flow et il faut pas tomber dans un dark pattern de dire je le frustre tellement qu'au bout d'un moment, mon objectif, c'est de récupérer des microtransactions. Absolument. On a fait le tour de tout ça et vu qu'on a commencé un petit peu en retard, on va se permettre de terminer un petit peu en retard aussi parce que il y a des personnes qu'on aimerait bien faire parler et j'ai vu qu'il y avait des questions là qui ont été posées. Mais pour qu'on évite nous de continuer à parler, il y aurait, j'ai vu que Neji est arrivé entre-temps et Neji, je sais que tu as travaillé sur Meludia. Où il y avait tout un principe de gamification assez fort pour apprendre aux gens à reconnaître la musique ou à faire de la musique, je ne sais plus exactement. Si tu veux bien, je vais t'inviter, tu peux refuser. Je vais t'inviter sur scène. J'aimerais bien juste que tu nous dises ton conseil après cette expérience où je sais que Meludia existe encore et ça fait déjà quelques temps que tu as bossé dessus. Donc, quel est ton conseil, toi, pour arriver à bien mettre en place cette gamification? Qu'est-ce que tu en tires? Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, ça serait quoi? Je t'ai envoyé une invite. Je crois que je suis là. Yes. Vous me voyez, voilà. Bonjour à tous. Ouais. En fait, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Nous, après, Meludia, comme tu le disais si bien, c'est un jeu qui avait l'ambition de remplacer la flûte dans le domaine de l'éducation, mais aussi de permettre à toutes les personnes qui voulaient faire de la musique d'en faire sans passer forcément par le solfège. En fait, pour faire un peu un historique, ça partait d'une méthode qui s'appelait la méthode SEMA, où en fait on ressentait quelque chose, ça créait une émotion,
on l'a mémorisé et après on l'analysait. Donc on partait plutôt du ressenti vers l'analyse plutôt que l'inverse. Donc chez nous, à Meludia, on a plutôt opté sur, on va dire, de la gamification positive. C'est-à-dire que comme dans toute structure, ou notamment dans la musique où l'apprentissage est très difficile, on a un apprentissage sur du learning by doing, hein. Et surtout, c'est que dès qu'il y avait une erreur, en fait, on stoppait le jeu, on montrait à la personne, et c'est toujours le cas, l'erreur qu'il avait fait, et on recommençait l'exercice jusqu'à ce qu'elle arrive, en fait. Et on avait mis en place aussi au niveau des vies, si tu veux, il y avait une sorte de courbe de vie où les personnes avaient plusieurs cœurs. Et au niveau de ces cœurs-là, en fait, on avait divisé chaque cœur en 4. Et si la personne répondait assez rapidement, ça augmentait le rythme du jeu. Et en fait, ça devenait plus qu'un demi-cœur, etc., etc. Si la personne se trompait, eh ben, en fait, ça divisait encore plus le cœur pour que tout le monde y arrive vraiment et qu'il n'y ait pas en fait, de perte à côté. Donc, nous, on a divisé plus ou moins la gamification de 3 manières. On avait les apprenants, on avait les professeurs qui les suivaient et les parents aussi. Donc, on avait carrément mis de côté le principe du badge parce que c'était quelque chose que les professeurs ne voulaient pas avoir. Eux étaient plutôt intéressés par voir une progression, mais qu'il n'y ait pas vraiment de badge et qu'il n'y ait pas, en fait, réussite, j'ai eu quelque chose, échec, non. Donc, on a réfléchi pendant presque 1 an avec eux sur ça. Et donc, ça a été un jeu qui existe toujours, hein, qui marche très bien, qui est utilisé dans de nombreuses écoles à l'international. Et on a gagné pas mal de prix à ce niveau-là, hein. Le concours Lépine France, Europe, enfin plein de prix, une dizaine de prix à peu près, et ça marche toujours. C'était assez intéressant en termes de gamification, mais surtout en termes d'apprentissage pour moi, parce que c'était la première fois que je mettais quelque chose sur quelque chose qui était différent. Ça reste un serious game, mais c'était pas vraiment un jeu vidéo, et les gens le prenaient pas comme un jeu vidéo. C'est ça qui était très intéressant, quoi. Donc moi, le conseil que j'ai à donner, c'est surtout adapter le jeu au public cible. Ça, que ce soit un jeu ou le serious game ou la plateforme, et surtout faire très attention, connaître son public, les différentes cibles. Nous, on avait une quinzaine de cibles différentes, et on a mis presque 8 mois avant de choisir les 3 cibles principales. Parce comme on était dans la musique, au départ, on voulait toucher tout le monde, les ingénieurs du son, etc., etc. Puis au fur et à mesure, on a compris qu'il fallait se focaliser sur les parents parce que c'était eux les acheteurs. Donc, on était sur un type de persona principal. Notre principal persona, c'était bien entendu les apprenants. Et même dans ce persona-là, il y avait différentes typologies. Il y avait ceux qui étaient amateurs, ceux qui étaient experts, ceux qui étaient dans une école de musique, ceux qui n'étaient pas du tout dans une école de musique, etc., etc. Et puis, il y avait surtout les professeurs. Et c'était par le biais des professeurs qu'on faisait entrer le business, en gros, quoi. Donc, c'était assez intéressant comme expérience. Donc, voilà. Cool. T-Rex. Et du coup, des leviers orientés sur les différents types de personas que tu avais, j'imagine. Il y a une question, non ? Ouais, pardon. Je vois aussi une question, mais peut-être une qui est un peu juste au-dessus, qui était Jérôme, sur la différence. Et c'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, la différence entre nudge et gamification. Et peut-être, Neji, tu peux aussi rester avec nous, mais peut-être Lydie, Manu ou Léo, vous avez un avis là-dessus. La différence entre nudge et gamification, c'est vrai que la frontière est floue, hein, quand même. Je peux répondre ? Vas-y. Moi, je ne fais pas de distinguo du tout, en fait. C'est juste que la gamification, c'est la solution finale, comme ça pourrait très bien être une belle image ou un autre argument persuasif. Mais honnêtement, pour moi, j'intègre ça complètement comme étant du nudge. Quand je fais des formations sur le nudge, je parle de gamification et je ne fais pas de formation en gamification, enfin, sans parler de nudge, donc ça me semble complètement indissociable, hein. Moi, j'allais dire que c'était. Un nudge, vas-y. Non, j'allais dire que c'était complètement imbriqué et que l'un n'allait pas forcément sans l'autre. En tout cas, faire de la gamification sans nudge me paraît extrêmement complexe. Ouais. Après, il y a quand même une petite distinction qu'on pourrait faire, et encore, mais un nudge, c'est un coup de pouce dans une direction, et on pourrait avoir une réflexion de fun, en fait, de juice, de flow, sans vouloir particulièrement emmener les gens dans une direction, et en se concentrant sur le feeling de jeu. Mais même là, en fait, ce qu'on veut, c'est que la personne prenne son pied dans son jeu, et c'est une forme de nudge, en fait, d'emmener la personne dans une direction. Donc, c'est clair que gamification pourrait totalement le rentrer dans la liste des outils de nudge. C'est clair. Je suis assez d'accord avec cette Tout à fait. la manière de voir du monsieur qui a parlé que je ne connais pas. Donc, voilà.
Léo, voilà. Enchanté. De même. Super. Du coup, dans le chat, est-ce que vous avez des questions ou aussi des retours? On est tous très preneurs là, de conseils et d'expériences avec la gamification. Tout le monde en entend parler, tout le monde a envie d'en faire, tout le monde s'est renseigné dessus. Mais ça serait vraiment extrêmement riche si l'un d'entre vous avait des retours, des outils, des choses qui ont été mises en place. Il y a Marion qui a posé une question sur l'intervention de Nagy autour de la méthode SEMA. Si tu peux la développer un petit peu, Nagy. Non, c'est pas... D'accord. La méthode SEMA, en fait, c'est une méthode qui a été inventée par Vincent Chantrier, qui est professeur de musique depuis 25-30 ans. Et clairement, en fait, lui, après avoir eu 4 à 5 000 étudiants en musique, développe le fait que les gens, c'est plus intelligible pour lui, que les gens apprennent la musique en ressentant les choses et en analysant à la fin. Donc, il y a un ressenti, il faut poser une émotion dessus. Par exemple, ascendant et descendant, quand on a un son ascendant ou descendant, discordant ou concordant, etc., ça a une résonance dans notre corps, en fait. Pour tout le monde, c'est à peu près la même chose. Et lui, il parle du principe qu'il faut ressentir, mettre une émotion dessus, après la mémoriser, et puis enfin mettre une analyse. Et l'analyse passe par le solfège, plus ou moins. Donc, c'est assez intéressant. Ça, c'est exactement ce qu'on apprend quand on va enseigner en art plastique. Qu'on ne peut pas leur faire apprendre le cercle chromatique s'ils ne l'expérimentent pas, parce que c'est à travers l'expérimentation et la mémoire du corps qu'on retient le mieux. Et que du coup, ça permet d'entrer dans la mémoire à long terme. Ok. Il y a Carole qui nous avait un super petit pull aussi. J'aimerais bien voir le pull de Carole, elle nous l'a teasé au tout début. Et il y a Violaine qui nous a parlé d'une expérience de gamification, on peut les faire venir. C'est ça, moi je veux bien descendre. Et... Hop. Alors. On garde Nagy avec nous. Tes apports, Nagy. Tu veux rester avec nous ou pas du coup? Je suis là. Allez. J'ai réussi à coucher les enfants, ça a été dur, mais... Vas-y, je te laisse faire monter, du coup, Manu. Oui. Parce que moi, mon interface Violaine... est un peu capricieuse. Allez, j'appelle Violaine d'abord. Hop. Moi aussi. Qu'est-ce qu'elles ont, les interfaces, ce soir? Hop, tchac, tchac, tchac. Ah, c'est bon, elle a déjà été invitée. Elle se prépare. Salut. Ah, il y a Carole aussi. Hello, Carole. Super. Salut, Carole. Salut, Carole. Ça va? Parce que je ne suis pas du tout experte en gamification. Non, par contre, tu utilises beaucoup les jeux de société dans ta pratique de facilitation d'atelier. Oui. Elle est experte en pull, par contre. Salut. Violaine. Elle est trop beau ton pull, je kiffe. Ouais, alors du coup, moi j'ai travaillé avec Manu, donc j'étais sur vraiment la partie UI, du coup, parce que c'est ce que je kiffe, même si j'oublie pas l'UX, bien évidemment. Après, je suis une joueuse. Alors, problématique que j'ai, c'est que généralement, moi, en tant que joueuse, j'ai beaucoup de choses qui viennent à l'esprit, et du coup, il faut que je fasse attention à ne pas les mettre dans l'expérience qu'on fait. Et dans Open Mind, c'était génial parce qu'il y avait, il faudrait que tu expliques, Manu, il y avait une expérience en VR, en fait, et on devait, il y avait 2 produits, l'application et la VR. Vas-y, explique, Manu. Ok, alors on a développé, c'était super parce qu'on a pu travailler ensemble dessus. On a développé en fait une application en réalité virtuelle qui permet, on a travaillé un petit peu dessus en réalité virtuelle pour justement gérer le stress. On était soumis à énormément de stress, tu es attaqué par des mouches dans l'espace et on te suit d'un point de vue biométrique et on t'apprend à faire de la cohérence cardiaque justement pour faire appel à plus de ressources et pas péter un plomb, alors que ça faisait vraiment péter un plomb en vrai. Et du coup, Violaine et moi, on a plutôt travaillé sur l'application derrière qui te permet d'avoir chez toi, et d'ailleurs l'application est téléchargeable, c'est Better Self, elle est gratuite. Et il y a des outils en fait, moi que je me sers tous les jours, c'est Slow. Ça m'apprend à ralentir. Alors vous voyez que je suis très speed. Et du coup, c'est quelque chose où il faut se forcer à aller vers un objectif, mais le plus doucement possible. Si tu vas trop vite, ça te fait péter le truc. Et en fait, avec Vio, on a travaillé sur tout ce qui est comment est-ce qu'on gamifie cette expérience-là, comment est-ce qu'on donne aux gens l'envie de revenir chaque jour pour travailler la concentration, l'apaisement de soi, la connaissance de soi. Et c'était hyper intéressant. Et Violaine, toi, tu as beaucoup travaillé sur les problématiques de gamification avec nous. Ouais, c'est clair. Mais en plus, là, ce qui était bien, c'est qu'on avait le côté psychologique, c'était des protocoles de test que moi, du coup, des fois, c'était pas évident. Et comment, en fait, non pas étant scientifique ni psychologue, comment j'arrive avec les développeurs qui étaient game designers, comment on arrive à motiver et faire un jeu qui est complètement dur,
Et en fait, au côté un peu fun, et du coup, ça nous a rassurés, même moi, en fait. Enfin, elle parle de slow, j'aime même plus. Ouais, et du coup, bah, moi, je me suis basée sur des jeux qui sont déjà existants, que j'ai venu implémenter dessus avec le game design. On a dit, bah, comment on peut les motiver à aller encore moins vite? Bah, tiens, on va lui mettre des cibles. Tiens, on va complexifier le truc. Bah, on va mettre des cibles mouvantes parce que tu vas trop vite, donc il faut vraiment que tu ralentisses, etc., etc. Et après, on a mis des systèmes de planification. Bah, je vais planifier mes exercices quotidiennement. Et après, il y a le système de badge. Alors ça, c'est souvent on met des badges. Et du coup, Qui a été retiré. Qui a été retiré. Ouais, Du coup. Ouais, du coup, moi j'étais un peu frustrée parce que j'adore les badges, parce que en tant que joueuse, j'aime avoir tous mes badges. Voilà, mais il faut qu'il y ait une récompense derrière. Vers un badge pour un badge, ça sert strictement à rien. Voilà. Ou la complexité de la tâche du badge. Enfin, généralement, ça m'est déjà arrivé où j'ai essayé de faire ces badges pour avoir ma récompense. Et je me suis demandé si les gars, quand ils ont créé le fait de dire, bah ok, tu dois combattre 30 personnes sans te faire toucher. Non, mais les gars, vous avez déjà essayé en fait. Enfin, vous m'avez fait un badge, c'est impossible à faire. On était à 3 dessus sur une manette pour essayer de faire ce badge pour avoir tous nos complétations de badge. Enfin, voilà. Du coup, si vous faites des badges, s'il vous plaît, faites attention que c'est réel et que ça marche, parce que des fois, en tant qu'utilisateur, on se retrouve un peu coincé malgré qu'il y a des typologies de joueurs différents. Mais c'est super intéressant et c'est le côté fun que j'ai bien aimé sur Open Mind, arriver à gamifier tranquillement. Voilà, pour te motiver. Merci Violaine. Non, Du coup, ça parle d'e-santé, donc c'est des sujets qui sont assez, enfin moi qui me tiennent à cœur en tout cas, c'est de travailler sur la santé des utilisateurs et sur leur bien-être. En fait, c'est ça l'avantage quand on travaille dans l'univers du jeu, c'est que notre unique objectif, c'est de faire en sorte que les gens ils kiffent jouer à des jeux de société, passer du temps en famille, jouer à des jeux, et ça leur permet de s'évader. Donc j'y vois une vocation sociétale à travailler dans le jeu. Et en tout cas, merci Violaine d'avoir partagé ton expérience. Merci à vous. Et Carole, du coup, toi, tu utilises le jeu dans tout ce qui va être animation d'atelier? Oui, alors, moi, par contre, je ne suis pas du tout spécialiste de la gamification, donc j'ai pas fait tout le travail, effectivement, avec les leviers de motivation, etc. C'est un sujet qui m'intéresse et que j'aimerais mettre en place de plus en plus, mais c'est plus, ouais, effectivement, quand je fais des formations, des ateliers, c'est vraiment mettre des petits bouts de jeu, en fait, à l'intérieur, pour rythmer, en fait, la formation. Ça peut être des jeux pour voir s'ils ont bien compris ce qu'on a vu ensemble. Ça peut être des jeux pour les impliquer, justement, dans le process d'apprentissage ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que aller plus loin, et j'aimerais carrément même gamifier carrément des formations, mais de bout en bout, ça serait vraiment génial, mais avec un process beaucoup plus sérieux, comme vous l'avez décrit dans votre présentation. Ouais. Super. Merci Carole. Qu'est-ce qu'on fait David? On fait des centres de scène, on reprend du monde ou... Ouais, on est déjà à 1h06. Bon, non, ouais, 1h06, on va essayer de pas trop déborder, mais bon, un petit peu, parce que j'ai essayé une invocation là sur le chat, mais peut-être qu'il lit pas le chat. Donc pendant que tu fais des centres de scène, je vais essayer d'invoquer par la voix, parce que peut-être qu'il nous entend, Georges qui a écrit un bouquin sur Educational Game Design Fundamentals. Et Georges, si tu nous entends, et que tu veux bien nous parler de ça en 5 minutes. Peut-être que tu es connecté, mais que tu ne nous entends pas. Non, visiblement, il a eu un empêchement. Je vois qu'il a été déconnecté. Ah, il est en ligne. Il y a 2 minutes, il m'a vu venir. J'ai loupé. J'ai fait un fumble sur mon jet d'invocation. Ouais, il y a 2-3 personnes qui ont perdu la connexion, mais qu'on voit encore, donc que tu peux nommer, mais qui ne sont pas présentes. Ok. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gamers aussi qui sont avec nous. Je sais que Eulalie, elle doit avoir 2000 heures de jeu sur The Witcher 3 et 3000 sur Dark Souls, un truc comme ça. Donc il y a vraiment des gros joueurs. Et je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir dans vos entourages toujours des gens qui jouent. Demandez-leur votre expérience si vous n'aimez pas ça ou si vous n'avez pas le temps, parce que comment vous avez 3 gamins ou des loisirs à gogo, c'est toujours bien d'avoir le retour d'autres personnes sur les jeux qui marchent actuellement, sur de quoi ça parle, qu'est-ce qui a fait la différence, d'écouter leur expérience de vos potes, parce que comme ils sont des passionnés, vous parlez de ça pendant des heures. Et puis surtout, ils vont pouvoir vous donner des astuces sur, tiens, regarde, dans ce jeu-là, j'ai vu ça, ça peut être utile à ce moment-là. Et là aussi, la Quantic Foundry avec les profils de gamers peut aider en fait à trouver des jeux qui vont nous plaire, ou encore une fois se faire conseiller. Une personne qui vous dit il faut absolument que tu joues à ça, moi j'ai adoré. Là, ça se trouve en fait, elle vous conseille un jeu qui n'est pas adapté à vous parce que vous êtes une personne différente. Et il y a vraiment un spectre énorme de jeux vidéo.
Et c'est là où justement ce genre de conseil pour aller vers un jeu qui nous correspond peut être très utile. C'est complètement différent de jouer à du en ligne PVP comme Fortnite, qui est aussi assez demandant en termes de compétences, en tout cas pour une personne qui débute dans le jeu, par rapport à tester ce qu'on appelle un walking simulator, comme What Remains of Edith Finch, qui permet de marcher en fait dans une histoire qui va se raconter, qui est extrêmement émotionnelle, de découvrir un univers graphique qui est très fort et de vivre l'héritage familial d'une famille sur plusieurs générations et l'histoire que ça a raconté. Donc, il y a vraiment des expériences extrêmement différentes. Et ils sont critiques. Moi, ce que je kiffe dans mes potes qui sont joueurs, qui sont des gros joueurs, ils vont vous dire ce qui leur a plu et ils vont vous dire pourquoi ils ont droppé la manette. Et alors là, il faut être bien attaché parce que des fois, ils sont vraiment carrés, quoi. Mais au moins, on le sait, c'est pas comme des fois, on en parlait hier, dans les tests utilisateurs, c'est souvent policé parce que les gens sont polis. Quand vous parlez à vos potes des jeux, ils sont pas policés. Si vous voulez voir des gamers qui s'énervent et qui en parlent pendant très longtemps, vous pouvez aller regarder les retours sur la sortie de Cyberpunk 2077 récemment sur Twitter. C'est un torrent de haine. Oui, on a une gag Reddit parce que c'est encore pire. On a fait passer Lisa là-dessus. Il a des scores tellement pourris par rapport à Animal Crossing. C'était énorme. En même temps, Tom mentionne les bugs et malheureusement, les bugs ne sont que la partie la plus visible de l'iceberg. C'est clair. Ils ont remboursé d'ailleurs les joueurs consoles Ils ont indiqué qu'a priori qu'ils proposaient un remboursement, ce qui sous-entendait des mesures supplémentaires par rapport à d'habitude pour se faire rembourser. Et la réalité, c'est qu'ils n'ont strictement rien mis en place de différent d'habitude. Donc, les gens qui n'ont a priori, qui ne remplissaient pas déjà les critères pour se faire rembourser dans les différentes plateformes où ils ont obtenu leur jeu, n'ont pas de solution en plus. Donc, maintenant, ils sont accusés de coups de com', etc. Et voilà, je pense qu'on pourra continuer. On peut clore là-dessus. Oui, on peut boucler là-dessus. On peut parler jeux en privé. en cacahuète. On a 1h10. On a parlé de pas mal de choses. Merci à tous ceux qui sont montés pour nous exposer vos retours, vos questions. C'était super. Merci d'être venus pour cette troisième soirée. Vous sortez victorieux de l'auberge de la gamification en sachant très bien que demain, encore une 4e journée de voyage s'offre à vous. Complexe, celle-ci, étant donné que vous parlerez de stratégie avec les grands militaires du royaume de l'UX. À demain. Merci à tous. Merci à toutes les personnes qui sont montées sur scène, qui ont été actives sur le chat. Merci à la plupart et à très bientôt. Et oui, Gianni, vous avez level up. Carrément. Level up. Dépensez vos points d'expérience. Badge débloqué, 3e journée. On va pas rigoler. Développer des nouvelles compétences. Bisous tout le monde. À demain. Au revoir. Et donc à Flupa de clore cette soirée.